Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'aurais préféré être devant vous en présentiel dans la salle Stanislas que vous connaissez, mais vous connaissez aussi la situation. Et je remercie la direction de Cannes Université de me permettre de vous présenter en distanciel, alors il faut s'habituer maintenant à tous ces nouveaux termes, de vous présenter un personnage au destin hors du commun, Monsieur Nelson Mandela, que vous voyez ici. Cet homme, à l'instar des autres grands hommes comme le Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, qui ont combattu toute leur vie pour l'un l'indépendance de son pays et la liberté de son peuple, et pour l'autre l'égalité des droits civiques entre les Noirs et les Blancs d'Amérique. Et si Martin Luther King a prononcé cette phrase célèbre « I have a dream », qui veut dire « j'ai fait un rêve », il est très probable que Nelson Mandela a eu le même rêve tout au fond de sa prison, et un rêve qu'il finira par réaliser d'ailleurs, comme vous le verrez là dans quelques instants. Mais il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre ce rêve. Pour lui, son long chemin vers la liberté, qui est aussi le titre de ces deux livres biographiques que je vous montrerai, ce fut son but et son objectif qu'il s'était assigné durant toute sa vie, même pendant ses années de détention. L'égalité entre les gens de couleur et les blancs, et qu'il puisse enfin réconcilier les inconciliables. Voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à vous le présenter. Une utopie est morte, un rêve fou fondé sur une religion universelle, la religion de l'homme. Et l'un de ses prophètes modernes s'appelait Nelson Rolihlahla Mandela. Un homme noir né au bout de l'Afrique en 1918 dans une tribu d'un village du Transkei, le village Kunu. Alors nous allons voir la carte de l'Afrique du Sud, cette région du Transkei que vous voyez ici, qui est dans le sud-est. Le village de Kunu est un tout petit village. Évidemment, il ne paraît pas sur la carte. Un gamin de brousse, c'est ici, c'est pas la flèche, il est dans cette région du Transkei. J'en profite également pour vous montrer le Transvaal. Le Transvaal, parce qu'on va en reparler, où vous avez la ville de Pretoria qui sera la capitale et la ville de Johannesburg, où il sera d'ailleurs, il ouvrira son cabinet d'avocat. On va le voir. Un gamin de brousse né et élevé à la campagne, issu d'une famille royale de l'ethnie des Xhosa. Il y avait beaucoup d'ethnies à cette époque dans l'Afrique du Sud, dont l'étrange prénom Rolihlahla, qui signifiait fauteur de troubles, laissait déjà augurer de la vie. Nelson Mandela raconte cette anecdote concernant son prénom. Les Africains de ma génération et même ceux d'aujourd'hui ont deux prénoms, un prénom anglais et un prénom africain. Mais les Blancs ne pouvaient, ou plutôt ne voulaient pas prononcer un prénom africain. Ils considéraient qu'en porter un était non civilisé. Un jour, Miss Midigan, mon institutrice, m'a dit que mon nouveau prénom anglais serait Nelson. Alors pourquoi m'a-t-elle attribué celui-là en particulier? Je n'en ai aucune idée. Peut-être avait-il quelque chose à voir avec le grand amiral Nelson, dont je savais qu'elle était une grande admiratrice, mais ce n'est qu'une supposition. Maintenant, abordons sa jeunesse. Donc, comme je dis, né en 1918, au sein d'une famille bantoue, cultivée et influente, il entreprend des études de droit dans l'université de Fort Hare. Alors, c'est pour ça que là, maintenant, la flèche, vous voyez, c'est dans le Cap oriental qu'on appelle cette région-là, et c'est dans la ville de Alice, que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, pourquoi dans cette université en particulier? C'est tout simplement parce que c'était la seule université du pays à accepter les Noirs et les Blancs sur ses bancs. Voilà. Mandela, conscient de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs
en Afrique du Sud et influencé par Walter Sisulu, qui était d'ailleurs un politique sud-africain adhérent de l'ANC, dont on va beaucoup parler, militant anti-apartheid. Et il intègre donc, Nelson Mandela, l'African National Congress, c'est donc l'ANC, ce sont donc les initiales. Au cours de son combat, son clan le surnommera Madiba, un surnom qu'il gardera toute sa vie. Et très vite, il en devient l'un des principaux leaders, notamment aussi avec la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Abordons maintenant la naissance d'un combattant de la liberté. Nelson Mandela a raconté ses mémoires en 1995 dans un livre biographique qu'il a écrit pendant ses années de détention à Robben Island, cette fameuse prison, dont on va en parler évidemment, Un long chemin vers la liberté. Voici ses livres, ou plutôt son livre. Pourquoi? Parce que le premier qui est à gauche, que vous voyez, c'est ce qu'il a écrit pendant les 27 années de détention et surtout les 18 où il était à Robben Island. Et ensuite, lorsqu'il est sorti en 1990, il a repris le manuscrit et il a fait une suite à ce livre et qu'il a aussi nommé Un long chemin vers la liberté. Alors en fait, ce deuxième, c'est la suite du premier. Le héros de la résistance anti-apartheid y retrace son histoire d'éducation d'enfant noir. À sa condamnation à la prison à vie, à perpétuité en 1964, en passant par la création de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Sa libération en 1990 ou encore son élection à la tête du pays, c'est-à-dire de la République d'Afrique du Sud. Et dans cette biographie, Mandela écrivait la chose suivante. Alors, je vous le cite. « Je suis incapable d'indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé, le moment où j'ai su que je consacrerai ma vie à la lutte de la libération. Être africain en Afrique du Sud signifie qu'on est politisé. À l'instant même de sa naissance, qu'on le sache ou non. Un enfant africain naît dans un hôpital réservé aux Africains. Il rentre chez lui dans un bus réservé aux Africains. Il vit dans un quartier réservé aux Africains. Et il va à l'école réservée aux Africains. Enfin, si toutefois il va à l'école. Quand il grandit, il ne peut occuper qu'un emploi réservé aux Africains. Louer une maison dans un townships. Alors, ces townships, ce sont ces bidonvilles, qu'on appelle des bidonvilles, qui sont en principe dans les périphéries des grandes villes. Le plus connu de tous, c'est Soweto. Il se trouve d'ailleurs à 15 km de Johannesburg. Imaginez un peu, il a une population de 1 300 000 habitants. 1 300 000 habitants, c'est à peu près quelque chose près la ville de Marseille. Alors imaginez-vous. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'émeutes dans cette bidonville, dans ce bidonville de township, dans ces townships de Soweto. Il ne peut louer donc une maison que dans ce township là et voyager dans des trains réservés en africain. Et surtout, on peut l'arrêter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour lui donner l'ordre de présenter un pass. Alors un pass est ce document que devaient porter les Noirs constamment sur eux. Et s'il ne peut pas le présenter, eh bien on le jette en prison, tout simplement. Sa vie est circonscrite par les lois et règlements racistes qui mutilent son développement, affaiblissent ses possibilités et étouffent sa vie. Telle est la réalité et on pouvait l'affronter de 1000 façons. Le changement était dans l'air dans l'année 1941. La Charte de l'Atlantique, signée par le président américain Roosevelt et par le Premier ministre Churchill, d'ailleurs, ils ont signé cette charte sur le navire USS Augusta, en mer, sur l'océan Atlantique,
c'est pour ça qu'on appelle la Charte de l'Atlantique d'ailleurs, qui réaffirmait la dignité de l'être humain et soutenait tout, un ensemble de principes démocratiques. Alors, certains en Occident pensaient et considéraient que cette charte était une coquille vide, mais pas nous en Afrique. En s'inspirant de la Charte de l'Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie et l'oppression, l'ANC a rédigé sa propre charte intitulée « Les revendications des Africains » qui réclamait la citoyenneté pour tous, le droit d'acheter de la terre et l'abrogation de toute législation discriminatoire. Nous espérons que le gouvernement et les Sud-Africains ordinaires verraient que les principes pour lesquels ils combattaient en Europe étaient les mêmes que ceux que nous défendions chez nous. Le nationalisme africain était notre cri de guerre et notre credo. La création d'une nation composée de différentes tribus, le renversement de la suprématie blanche et l'établissement d'une forme vraiment démocratique de gouvernement. Nous avons publié un manifeste nationaliste qui disait « Nous croyons que la libération nationale des Africains sera réalisée par les Africains eux-mêmes. » Et au cours d'un discours qu'il prononcera un jour à la sortie du tribunal, il prononcera ces mots qui restaient célèbres « Je suis prêt à mourir pour cet idéal ». En 1947, j'étais élu au comité exécutif de l'ANC du Transvaal. C'était mon premier poste dans l'ANC et cela a représenté une étape capitale de mon engagement dans l'organisation. Jusqu'à cette date, les sacrifices que j'ai faits se résumaient à être absent de chez moi les week-ends et à rentrer tard le soir. Je n'avais encore jamais participé à une campagne importante et je n'avais pas encore compris les hasards et les difficultés sans fin de la vie d'un combattant de la liberté. J'avais suivi le cours des choses sans avoir à payer pour mon engagement. Dès l'instant où j'ai été élu au comité exécutif du Transvaal, c'est cette région que je vous ai montré là, qui est dans le nord-est du pays, je me suis identifié avec la totalité de l'ANC, avec ses espoirs et ses désespoirs, ses succès et ses échecs. J'étais maintenant lié de cœur et d'âme. Et Nelson disait aussi, il était à ce moment-là un farouche partisan de la lutte pacifiste, qui était donc un héritage de Gandhi, mais qui se révélera vite être un échec. Il finira par convaincre ses compagnons d'abandonner la non-violence et que la seule issue serait la lutte armée. D'ailleurs, il quittera son costume d'avocat militant contre celui de guerriero, ce qui va engendrer d'ailleurs de véritables émeutes, surtout dans les quartiers pauvres de Soweto que je vous ai montré. Et Nelson Mandela nous donne aussi son explication du mot apartheid. Il s'agissait d'un terme nouveau, mais d'une vieille idée. Littéralement, cela signifie séparation. Et le terme représentait la codification dans un système oppressif de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dans une position inférieure aux Blancs pendant des siècles. Ce qui était plus ou moins de facto allait devenir de jure. La ségrégation pratiquée au hasard au cours des 3 derniers siècles allait être consolidée dans un système monolithique, diabolique dans le détail, inéluctable dans son objectif et écrasant dans son pouvoir. Le point de départ de l'apartheid affirmait que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, aux Métis et aux Indiens. Et sa fonction consistait à fixer pour toujours la suprématie blanche. L'apartheid est donc le nom donné à la ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud et également par la minorité blanche à l'origine à l'encontre de la majorité noire.
Et ce terme a été utilisé par la communauté blanche pour justifier cette suprématie pendant des décennies, et pas seulement en Afrique du Sud, mais en Amérique, comme vous le savez. Nelson Mandela, après avoir passé son certificat d'aptitude, il est entré comme avocat, un énorme titre d'ailleurs, au cabinet de H.M. Basner. Ce monsieur Basner avait été représentant des Africains au Sénat et un partisan passionné des droits des Africains. Et après l'expérience acquise dans ce cabinet, il se sentit prêt à voler de ses propres ailes. En août 1952, il ouvre son propre cabinet en association avec l'un de ses meilleurs amis, Oliver Tambo, qu'il avait connu d'ailleurs sur les bancs de l'université de Fort Hare et qui faisait partie lui aussi de l'ANC d'ailleurs. Et donc en 1951, ils seront les premiers fondateurs du premier cabinet noir d'Afrique du Sud. Et sur la plaque fixée à l'entrée du cabinet, on pouvait lire Mandela et Tambo. D'ailleurs, ce cabinet était situé dans un petit bâtiment juste en face du tribunal de Johannesburg. Alors évidemment, ce n'était pas le premier cabinet d'avocats, mais c'était le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Parce que les Africains recherchaient désespérément une aide légale. Chaque jour, ils voyaient et apprenaient les milliers d'humiliations que les Africains ordinaires affrontaient dans leur vie quotidienne. Être avocat en Afrique du Sud signifiait qu'on agissait dans un système judiciaire perverti, avec un code qui ne posait pas comme principe l'égalité, mais son contraire. Fondateur du premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg, Nelson Mandela mène des campagnes non violentes jusqu'au massacre de Sharpeville en 1960. Lors de cette journée du 21 mars, des manifestations sont organisées pour protester contre le port obligatoire du pass. Voici les photos où vous voyez que la police ouvre le feu sur les manifestants et l'on a dénombré ce jour-là au sol 60 morts. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné ce massacre et a enjoint le gouvernement sud-africain à abandonner l'apartheid. Mais pour l'instant, ça n'a servi à rien. D'ailleurs, Nelson Mandela aussi, pour protester, a brûlé son passeport. Là, vous le voyez, il a fait un petit chaudron et vous le voyez qui brûle son passe. Une façon à lui aussi de protester. Alors maintenant, je vais vous parler quand même de quelque chose dont Nelson Mandela se préoccupait beaucoup. C'était le long chemin de la liberté des femmes en Afrique du Sud. Parce que pour Nelson Mandela, le sort des femmes vers leur liberté et leurs droits faisait partie aussi de ses préoccupations. Et l'une de ses citations, « Sans égalité des femmes, les droits humains sont vides de sens ». Il y avait peu de questions sensibles que celle du pass pour les femmes. Les gouvernements étaient restés fermes dans sa volonté de leur imposer un pass. Et elles étaient restées fermes dans leur volonté de s'y opposer. En 1957, d'ailleurs, poussées par la Ligue des femmes de l'ANC, des femmes des zones rurales et de toutes les villes du pays ont réagi avec violence à l'insistance du gouvernement. Ces femmes étaient courageuses, opiniâtres, enthousiastes, infatigables, et leur façon de manifester fut un modèle jamais égalé de manifestation anti-gouvernementale. Comme l'a dit le chef Lutuli, qui était d'ailleurs le président de l'ANC à cette époque-là,
Monsieur Lutili recevra d'ailleurs aussi également un prix Nobel de la paix en 1961. Alors il disait, quand les femmes commenceront à prendre une part active à la lutte, comme elles le font actuellement, aucun pouvoir sur terre ne pourra nous empêcher d'atteindre la liberté pendant notre vie. Dans tout le Transvaal du Sud, des milliers de femmes manifestèrent pour le refus du pass dans leur ville. Alors, dois-je vous rappeler que toute personne ne possédant pas de passe sur soi était immédiatement arrêtée. Dans la seule ville de Johannesburg, plus d'un millier de femmes furent arrêtées et emprisonnées. Et c'est le cabinet d'avocats Oliver Tambo Mandela qui fut désigné pour représenter ces femmes arrêtées. Nelson mit toute son ardeur à réunir les fonds pour payer les cautions de ces femmes et leur permettre d'être libérées. Le gouvernement ayant interdit l'ANC à la suite du drame de Sharpeville, Nelson Mandela décide de poursuivre la lutte clandestinement et de prendre les armes. Il met en place des actions de sabotage et de grève générale afin d'aboutir à la guérilla. Mais dès 1963, il est arrêté puis condamné à la prison à vie en 1964 lors de son procès de Rivornia avec 7 autres co-accusés. Voici une photo de leur arrestation. Confondus par des documents et des explosifs découverts en 1963 lors d'un coup de filet contre l'ANC, Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité le 12 juin 1964. Il sera enfermé au bagne de Robben Island, dont on va évidemment parler, réservé aux prisonniers. Voici les 7 co-accusés. Alors, vous reconnaissez, là sur la gauche, Nelson Mandela, bon, j'ai mis une flèche pour si on le... et ces 7 autres co-accusés. Alors, vous savez qu'ils ont risqué la peine de mort, hein, parce qu'à cette époque-là, les sabotages, etc., c'était considéré comme un acte étant condamnable à la peine de mort. Mais la pression internationale était tellement forte que la sentence s'est mutée en prison à vie. Ce procès a duré 9 mois d'ailleurs. Alors maintenant, nous allons parler évidemment de son bagne, mais une petite déclaration qu'il a faite aussi au moment de sortir de son procès. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Cette fameuse phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est cette déclaration qu'il a faite à la sortie du tribunal en 1964. Par cette déclaration, Nelson Mandela voulait qu'il devienne une source d'inspiration pour son peuple. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler maintenant de son emprisonnement au bagne de Robben Island. Donc, je remets la carte de l'Afrique du Sud et voici l'île de Robben Island se trouvait au large à quelques milles nautiques de la ville de Cape Town, à peu près là où vous avez la flèche. Hein. Voilà, le Robben Island se trouve ici, tout à fait dans le sud, Quelques photos de l'entrée de la prison de Robben Island, qui était sur une île un peu déserte, balayée par les vents. On aurait dit l'île de Sainte-Hélène où fut interné, fut déporté, on va dire, Napoléon. Enfin, sauf que Napoléon n'était pas dans une cellule, il était dans une maison à Longwood. Mais voilà un peu le style d'île, un peu désertique. Encore la prison de Robben Island.
Voici, dans cette île désertique. Nelson Mandela est resté emprisonné 18 ans dans cette cellule. Une cellule qui fait à peu près 3 mètres carrés. Il avait le matricule 46 664. Les grilles de la prison, de sa cellule, les grilles de sa cellule, pardon. Alors, dois-je vous dire que toutes ces photos m'ont été prêtées par Madame Catherine Monez, que je remercie, puisque c'est elle qui a fait le voyage à Robben Island, enfin en Afrique du Sud, et donc je la remercie pour le prêt de ces photos qui me permettent donc de vous les présenter. Alors, ces 18 ans d'incarcération au bagne de Robben Island de 1964 à 1982, tragiquement connu pour ses conditions de détention inhumaines, donc voilà encore qui revient dans sa prison, mais en 95, donc il était déjà sorti, mais il revient voir sa cellule, voilà. Et voici la carrière de Shaw, où il devait toute la journée casser des cailloux, alors avec de la chaux, qui, vous savez, la chaux, ça brûle les mains, c'était effroyable ça. Mais comme il avait une santé qui commençait un peu à décliner, il a été transféré à la prison de Portsmouth, considéré comme la pire prison du pays. Alors, pire que Robben Island, alors c'est rien de vous le dire. Puis, à Portsmouth, il est resté de 1982 à 1988, 6 ans de plus. Et ensuite, dans la prison de Victor Verster. Et là, il n'était plus dans une cellule, on l'a transféré dans une petite maison à l'intérieur de l'enceinte de la prison, dans une petite maison de 120 mètres carrés. Oui, dans 120 mètres carrés, où il pouvait recevoir sa famille, il avait la télévision, il avait même une toute petite piscine d'ailleurs. Et pourquoi il était dans cette... parce que là, il a pu recevoir les émissaires du gouvernement sud-africain, où il a fait plus de 40 réunions secrètes pour préparer l'après-apartheid. Mais tout ça, je vais vous le dire, pourquoi il est arrivé dans cette prison et pourquoi il a été dans cette petite maison. Donc, il a assisté à plus de 40 réunions secrètes avec le ministre de la Justice, le Premier ministre, etc., jusqu'à sa libération le 11 février 1990. Alors, évidemment, il était privé de liberté, il ne pouvait pas sortir, mais quand même d'être dans une maison de 120 mètres carrés, c'était quand même un peu, il était moins à l'étroit que dans une cellule de 3 mètres carrés. Ces années de prison n'ont jamais entaché sa popularité. Mais loin d'être oublié, je vous le rappelle, il était le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Fort de sa conviction que l'homme se fait de lui-même et qu'il est le maître de son destin. Il s'y forgerait face au gouvernement sud-africain et aux yeux du monde une autorité et un prestige qui allaient changer le cours de l'histoire. Dès lors, à travers sa clandestinité, la lutte armée, la prison à vie, se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme clé pour sortir son pays d'Afrique du Sud de l'impasse où l'on enfermait en 40 années, 43 ans exactement, d'apartheid. Nelson Mandela n'est pas un prisonnier, mais un futur dirigeant politique qui lutte à l'intérieur de la prison avec ses camarades, ses co-accusés. Plus tard, il sera connu pour être un homme politique à la commande de la lutte contre l'apartheid, ce qui le mène d'abord à la lutte pacifique contre l'oppression. Alors maintenant, je vais vous donner une date. 2 février 1990. Le président sud-africain Frédéric de Klerk annonce devant l'Assemblée médusée sa décision et celle de son gouvernement
de libérer M. Nelson Mandela sans condition. Et des autres prisonniers, d'ailleurs, c'est quoi que c'est, d'édicter une loi anti-apartheid et de légaliser l'ANC. Ce fut comme un coup de tonnerre et la stupeur dans la population qui n'osait y croire. Qui n'osait y croire, même dans le monde entier d'ailleurs. Alors, comme vous le voyez sur cet écran, quels furent les événements qui incitèrent le président sud-africain Frédéric de Klerk à libérer Nelson Mandela? Je vous rappelle qu'il était quand même condamné à la prison à perpétuité. C'était la question que tout le monde se posait à ce moment-là, ce jour-là plutôt. Alors, il y avait une femme derrière tout ça, oui, une femme, mais pas n'importe quelle femme. Cette personne s'appelait Élisabeth II, reine d'Angleterre. Alors, je vais tout d'abord vous donner quelques explications et remettre les faits dans le contexte. Plus de 30 ans auparavant, en 1961, l'Afrique du Sud fut exclue du Commonwealth. Alors, le Commonwealth, je vous explique ce que c'est, ce sont les anciens territoires britanniques qui se sont fédérés sous la forme d'une union du pays, libres et égaux, quand ils ont eu leur indépendance. Ils étaient 53 pays à ce moment-là. Et la majorité de ces membres, donc des 52 autres pays, l'exclusion de l'Afrique du Sud a été votée à cause de sa politique ségrégationniste de l'apartheid, ainsi que la plupart des grandes instances internationales, également comme les Nations Unies, le CIO, le Comité international olympique, etc. Mais même certains pays comme les États-Unis avaient même mis en place des sanctions économiques contre ce pays, contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était au banc des nations, politiques et sportives, ce qui n'était pas sans conséquence, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Malgré d'ailleurs un sous-sol riche en minerais, les échanges commerciaux étaient très difficiles. Le pays était en récession et au bord de la guerre civile, je dirais même au bord du gouffre. Et avec la pression de la communauté internationale, il devenait de plus en plus difficile aux Occidentaux de fermer les yeux sur le régime de l'apartheid. Alors, me direz-vous, quelle a été l'intervention de la reine d'Angleterre? Il faut savoir que Élisabeth II était d'abord une farouche adversaire de l'apartheid qu'elle rejetait en bloc, bien contrairement à son premier ministre, Margaret Thatcher, qui refusait, elle, d'appliquer les sanctions. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure 52, non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est 51 pays, puisque l'Angleterre était le seul pays qui refusait d'appliquer les sanctions économiques. C'était le gouvernement de Margaret Thatcher. Alors, inutile de vous dire les tensions qu'il y avait entre la reine et son premier ministre. Surtout que Elisabeth était une fervente admiratrice de Nelson Mandela, qu'elle connaissait déjà. Elle avait vu lors de ses tournées d'Afrique des pays du Commonwealth, lorsqu'elle était princesse, qu'elle représentait déjà son père, le roi George VI, pour tous ces pays. Et elle a été une fervente admiratrice de Nelson Mandela, d'ailleurs, pour son courage et son combat pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs de son pays. D'ailleurs, il y avait une certaine complicité entre ces deux personnages. Et pour la petite histoire, Nelson Mandela était la seule personne qui, en dehors de son cercle familial et de ses proches, a appelé la reine par son petit nom Lilibet. La reine d'Angleterre, en tant que chef du Commonwealth, donc chef de ces 53 pays, a usé de toute son influence et de tout son poids
je dirais pas de son poids politique, parce qu'elle n'avait pas, un poids politique réel. Hein. C'est le gouvernement qui a le poids politique. Mais de toute son influence est aussi soutenue par son opinion publique. En Angleterre, il y avait des manifestations pour la libération de Nelson Mandela, il faut le savoir, et pour faire pression sur les membres de cette organisation, le Commonwealth, afin d'imposer des sanctions contre le régime d'apartheid, comme je rappelle, comme refusé son Premier ministre Margaret Thatcher. Elle voulait absolument faire réintégrer l'Afrique du Sud dans le Commonwealth. Et c'est pour ça que l'influence de la reine y a fait pour beaucoup, d'ailleurs. Et par l'intermédiaire de son secrétaire particulier, le secrétaire particulier de la reine, ce dernier signifia à Frédéric de Clercq 3 conditions que la reine imposa en préalable. Premièrement, la libération de M. Nelson Mandela. Secondo, que le gouvernement d'Afrique du Sud s'engage à abroger la loi sur l'apartheid. Et troisièmement, s'engage à organiser des élections libres en Afrique du Sud. Le président de Klerk, qui était un homme avisé, en fait, pas forcément adepte de l'apartheid et soucieux que la seule issue pour sauver son pays de la faillite, je vous rappelle les différentes sanctions économiques et sportives contre son pays, hein, était de passer par les exigences du Commonwealth et bien sûr par les exigences de la reine. Ça va sans dire. Les premières négociations secrètes, comme je vous l'ai dit déjà, entre Mandela et le régime en place ont commencé dès la fin des années 80, entre 1888 et 1990, quand il était dans cette fameuse maison de la prison de Victor Verster. Et d'ailleurs, par une des premières clauses de ces négociations, Nelson Mandela ne devait plus être dans une cellule. C'est pour ça on lui a octroyé cette petite maison afin qu'il reçoive les émissaires. Plus de 40 négociations secrètes il y a eu. Évidemment, toujours privé de liberté, hein, quand même. Hein, voilà, hein. Et donc, il pouvait recevoir sa famille, voir la télé, etc. Pour le président sud-africain, Frédéric de Klerk, qui n'avait plus le choix, il se devait de respecter l'accord secret qu'il avait avec Élisabeth d'Angleterre, et la seule décision qui s'imposait à lui était de libérer son prisonnier Nelson Mandela. C'était pour lui le seul moyen de ne pas sombrer dans la guerre civile qui menaçait. Seul moyen aussi d'abroger également la loi sur l'apartheid et d'autoriser de nouvelles élections présidentielles où les Noirs auraient la liberté de voter, ce qui n'était plus arrivé depuis les 43 années de ségrégationnisme. Les Noirs ne pouvaient plus voter. Et là, pour la première fois, ils seraient autorisés. Quant à Nelson Mandela, il va capitaliser sur son image de libérateur, négocier la fin de l'apartheid et imposer enfin son idéal. Ainsi, l'Afrique du Sud fit son retour dans le concert des nations, avec toutefois l'accord voté à l'unanimité des 52 autres pays membres du Commonwealth, Angleterre comprise, parce que là, la Thatcher n'avait presque plus le choix, et salué par la communauté internationale. Date très importante, 11 février 1990. Nelson Mandela est libéré. Date très importante. Donc, il est libéré et Frédéric de Klerk, le président, démissionna comme prévu de son poste de président donc, de l'Afrique du Sud, et la campagne pour une nouvelle élection présidentielle pouvait commencer. Alors, je profite pour vous montrer quelque chose aussi.
Nelson Mandela voulait que ce soit une nation arc-en-ciel, avec un drapeau arc-en-ciel. Alors pourquoi arc-en-ciel? Vous savez que l'arc-en-ciel, c'est cet arc électrique dans le ciel, surtout après les orages, de toutes les couleurs. Et il voulait un drapeau avec du noir, du blanc, le noir et le blanc, c'est-à-dire les noirs et le blanc sur le même drapeau. Le rouge, le vert, ce sont les autres ethnies. Donc c'est pour ça qu'on va parler de la nation arc-en-ciel et du drapeau arc-en-ciel. Donc la nouvelle campagne pouvait commencer. Nelson Mandela a repris son poste de président de l'ANC qu'il avait délégué pendant ses années d'incarcération et fit campagne pour cette élection. Après donc 27 années d'incarcération, il était devenu le symbole de la lutte pour la liberté des Noirs en Afrique du Sud. Voici sa sortie de prison le 11 février 1990. Alors, inutile de vous dire qu'il y avait une foule terrible à sa sortie de prison. Et voici une photo qui a fait le tour du monde. Alors, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux en 1990, mais toutes les télévisions du monde ont rapporté cette photo. Cette photo, elle a été portée par tous les médias dans le monde entier. On voit Nelson Mandela avec sa femme Winnie Mandela, qui fut sa seconde épouse d'ailleurs, qui sortent de prison le poing levé. Voilà, cette photo qui a fait le tour du monde. Nelson Mandela devient président de l'ANC, puis négocie avec Frédéric de Klerk, alors qui était encore démissionnaire, sur le sort du pays, le futur sort du pays. Une autre date très importante pour le pays, c'est le 27 juin 1991, abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, ce jour-là, officiellement, Frédéric de Klerk abolit l'apartheid. Je vous rappelle que ce régime était déjà en place depuis 1948. Hein. Ça fait déjà 43 ans, ça. Hein. Les négociations sont amorcées entre les différents partis politiques sud-africains, dont l'ANC, bien sûr, avec Nelson Mandela à sa tête. Et au terme de discussions agitées, le Parti national et l'ANC s'accordent pour mettre en place un gouvernement multiracial et démocratique. Alors, nous allons maintenant aborder le chapitre d'abord de son prix Nobel qu'il va recevoir et ensuite ses campagnes présidentielles. Alors, on commence d'abord par le prix Nobel. Afin d'honorer les efforts de Mandela et de Klerk en 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, tous les deux en même temps, recevant le prix Nobel de la paix à Oslo. Donc, 2 ans, hein, vous l'avez vu en 91, en 93, 2 ans après la fin de l'apartheid, les voilà tous les deux. Nelson Mandela est tout sourire, l'autre il fait un peu la tête, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein? Recevant le prix Nobel de la paix, c'est quand même quelque chose. Hein? Récompensant leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Libéré par de Klerk après 27 années de prison, Mandela se voit récompensé pour son combat en faveur de la démocratie. Avec Frédéric de Klerk, il s'accorde sur un gouvernement multiracial et les premières élections présidentielles donneront le pouvoir à Nelson Mandela. Mais malgré les divergences de vues sur le futur du pays, d'ailleurs, ils resteront quand même des adversaires politiques, ce qui n'empêche pas le respect mutuel de l'un vers l'autre. Nous voyons maintenant sa campagne présidentielle. Des milliers de personnes assistent le 13 février 1940 à son premier meeting après sa libération. Sur le panneau que vous voyez, il y a marqué « Free at last », ça veut dire « libre à la fin ». Moi, j'ai marqué « enfin libre ». Voici les milliers de personnes que vous voyez.
Et Mandela, les banderoles, Mandela fort présidente, évidemment. L'issue de cette victoire ne fait guère de doute, vous imaginez bien. Toujours sa campagne présidentielle. Mandela, hein, avec ses partisans. Voilà, hein. Et le 27 avril 1994, Nelson Mandela remporte les élections et devient le premier président noir de la République sud-africaine. Il met alors en œuvre une politique de réconciliation avec son nouveau gouvernement, M. Frédéric de Klerk, ici, comme Premier ministre d'ailleurs, et Oliver et Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, d'ailleurs, qui lui succédera lorsque Nelson Mandela, d'ailleurs, il fera qu'un seul mandat. Hein. Il succédera quand Mandela se retirera de la vie politique. Hein. D'ailleurs, cet unique mandat aura permis à Nelson Mandela d'instaurer un État multiracial, ciment de la nouvelle nation arc-en-ciel, comme je viens de vous le dire. Et après ce seul mandat présidentiel, Nelson Mandela se retire de la vie politique, mais il ne cesse jamais de soutenir l'ANC. Alors, la première des choses qu'il a fait lorsqu'il est sorti de prison, il fallait absolument, et c'est sa première préoccupation, trouver des aides économiques et des partenaires européens, des investisseurs aussi, et américains, afin de remonter la situation financière catastrophique auquel ce pays se trouvait. Je vous l'ai dit, il était au bord de la récession, après ces années noires d'apartheid. Pour cela, il devait faire des tournées dans tous les pays d'Europe et d'Amérique. Et il a commencé d'abord par l'Europe, et dès le mois de juin 90, c'est-à-dire, il est sorti de prison en février, en juin 90, il va commencer ses voyages pour trouver de nouvelles aides et de nouveaux investisseurs. Voilà. Et l'un de ses premiers voyages, eh bien, il le fera en France, où il sera reçu par le président François Mitterrand le 7 juin 1990. D'ailleurs, Mitterrand lui rendra sa visite, mais plus tard, en 1994. D'ailleurs, en 1992, pour la petite histoire, Mitterrand sera le premier chef d'État à rendre visite à lui qui venait juste d'être élu président, d'ailleurs. C'était un hommage qu'il rendait à la France. Nelson Mandela reviendra aussi en France en 1992 et en 1996. En 1996, après son voyage en Angleterre, mais là, on va le voir après, là, il est reçu par Jacques Chirac, qui était à ce moment-là président de la République. Et là, il est reçu cette fois-ci en tant que chef d'État, parce qu'il était élu en 1994. Hein. Donc, en chef d'État, en 1996, il est reçu par M. Jacques Chirac, qui va le loger au château de Rambouillet. Alors après, je vais vous raconter une petite anecdote concernant le château de Rambouillet. Hein. Mais à la fin, je vous raconterai ça. Il va rencontrer également Lionel Jospin. Lionel Jospin qui lui remet un cadeau. Là, un cadeau. En 1991, il est parti à Cuba. C'était l'un des premiers pays hors Amérique où il s'est rendu d'ailleurs. Et il est allé à Cuba pour remercier son ami Fidel Castro pour son soutien militaire à la lutte anti-apartheid. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu, vous le savez, la guerre en Angola. Et la guerre en Angola, il y avait les Cubains contre qui? Contre l'Afrique du Sud. Et ça, c'était un sacré coup dur pour l'apartheid, qui a pris une grosse défaite. Et il voulait le remercier pour son soutien militaire. Bon, ça n'a pas eu l'effet de supprimer l'apartheid, puisque je vous l'ai dit, c'est venu après, quoi. Hein.
Et en 1995, c'est au cours d'une visite officielle en Afrique du Sud que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, lui a remis la médaille de l'ordre du mérite du Commonwealth. Alors, l'ordre du mérite du Commonwealth, c'est une médaille, un ordre qui a été créé par un souverain pour uniquement les membres du Commonwealth, pour les récompenser pour leur combat et leur courage. Voici cette médaille, d'ailleurs, uniquement pour les membres du Commonwealth, hein, et donc a été décernée à Nelson Mandela en 1995. Et c'est donc l'année suivante, en 1996, donc juste avant de venir voir Jacques Chirac, 1996, qu'il se rendit à Londres en tant que président de l'Afrique du Sud sur l'invitation de la reine Elisabeth. Alors là, nous voyons Nelson Mandela et la reine Elisabeth dans le carrosse, en fait, c'est un landau, ça. Après, le landau royal qui traverse la foule, vous le voyez. Donc, alors, honneur suprême, il sera l'un des seuls chefs d'État en exercice à être logé à Buckingham Palace. En fait, il n'y en a eu que deux seulement qui ont eu cet immense honneur, donc lui et le général de Gaulle. Tous les autres chefs d'État, lorsqu'ils viennent en visite officielle en Angleterre, ils sont logés dans leurs ambassades respectives. Mais personne ne va loger à Buckingham. Donc, lui et de Gaulle ont eu cet immense honneur d'être logés à Buckingham. Voilà. Hein? Il voulait remercier la reine, d'ailleurs, d'avoir imposé des sanctions. Je vous ai raconté l'histoire. Hein, il voulait la remercier parce que grâce à elle, il y a eu cette issue favorable quand même. Hein. D'abord, sa libération, il lui doit sa libération, hein, en fait. Et ensuite, la fin de ce régime. Alors, grand seigneur, c'est un grand seigneur, Nelson Mandela. Il est allé rendre visite, devinez à qui? À Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, tout en connaissant sa position, c'était sa principale opposante, la seule qui s'opposait d'ailleurs aux sanctions économiques. Mais, grand seigneur, il est allé quand même lui rendre visite. Hein. Et c'est à la suite de ce voyage donc qu'il s'est rendu à Paris voir Jacques Chirac. Il fera aussi une tournée triomphale aux États-Unis. Il sera reçu, enfin une tournée triomphale parce que toujours à la recherche d'aide économique et des investisseurs, hein, quand même. Hein, c'était son but quand même. Il sera reçu à la Maison-Blanche par le président Bush. Là, voilà. Hein. Il parcourra le territoire américain et s'arrêtera à Philadelphie. Alors, pourquoi Philadelphie? Parce qu'il faut savoir que Philadelphie, c'est une ville mythique. C'est la ville de la liberté. Parce que c'est dans cette ville que le 4 juillet 1776, les 13 représentants des colonies anglaises, les 13 colonies, ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique dans cet immeuble, l'immeuble que vous voyez derrière lui. D'ailleurs, cet immeuble s'appelle l'Independence Hall. 4 juillet 1776, et le 4 juillet, vous le savez, est devenu la fête nationale américaine. Au-dessus de ce bâtiment, il y avait une cloche. On appelait ça la cloche de la liberté, qui a sonné pour la première fois le 4 juillet. Maintenant, cette cloche, elle est fondue, elle s'est fondue. Bon. Mais elle est gardée dans un musée à Philadelphie. Si vous passez par là-bas, vous pouvez la voir. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'il a voulu... Alors, il s'est rendu donc aux États-Unis, accompagné cette fois-ci de Frédéric de Clercq, que vous pouvez voir, qui était là sur sa droite. Hein? Il ira également au Brésil.
en Amérique du Sud, à Brasilia et à Rio de Janeiro. Et là, il va rencontrer également la légende du football, Pelé. Voilà. Mais par contre, quand il était en Afrique du Sud, il va recevoir quand même la visite de quelques grands chefs d'État. Donc, je vous ai dit, il y a eu Mitterrand qui est venu en 1994. Et en 2009, c'est au tour de Nicolas Sarkozy, qui était alors à ce moment-là président de la République française, qui a fait une tournée dans les pays d'Afrique et qui a été rendre visite à M. Nelson Mandela. Voici à l'arrivée de l'avion. Et voici Mandela avec son épouse Carla. Et vous avez Gracia Machel, qui est la dernière épouse de Nelson Mandela. Alors, avant de terminer avec tous ces voyages, il faut quand même que je vous raconte l'anecdote du château de Rambouillet, comme je vous ai promis. Quand il était en voyage en 1996 à Paris, je vous ai dit, le président Chirac l'a logé donc au château de Rambouillet. Alors, figurez-vous que le soir, la nuit, Nelson Mandela a reçu en secret une femme. Oui, une femme. Alors, évidemment, une agitation dans tout l'entourage de Mandela. Comment une femme chez Mandela? Alors, Nelson Mandela, qui, voyant l'agitation, est sorti en tenant cette femme par la main et l'a présentée à son entourage. Et elle s'appelait Graça Machel. C'était d'ailleurs à cette époque-là la veuve du président de Mozambique. Et il a dit, voilà, c'est mon dernier amour de ma vie. D'ailleurs, il va l'épouser le jour de ses 80 ans. Voilà. Pour ça que je vous ai dit une petite anecdote romantique dans ce château de Rambouillet en France. Alors, quelques mots sur sa politique économique. Face à une tâche économique incroyablement ardue, je vous rappelle qu'il a trouvé un pays en récession, presque en état de faillite, il faut le dire. Mandela a fait tout ce qu'il a pu en stabilisant l'économie, ô combien fragile, en mettant en place un système de sécurité sociale qui n'existait pas, même si une véritable redistribution des richesses entre blancs et noirs s'avérait impossible à réaliser à court terme. Par contre, l'une de ses grandes erreurs durant sa présidence, et d'ailleurs il a reconnu lui-même, c'est qu'il n'a pas su appréhender l'ampleur du problème du sida. Ce fléau qui s'est abattu sur l'Afrique du Sud au cours des premières décennies de la démocratie. Il n'a pas réussi à juguler la propagation du VIH. Et même quand le virus touchait un nombre effroyablement élevé de Sud-Africains. Alors maintenant, qui est Nelson Mandela? Sa vie privée. Nelson Mandela s'est marié 3 fois. Sa première épouse, Evelyn Ntoko Maz, en 1944, et dont il divorcera en 1957. Ensuite, avec Winnie. Winnie, je vous en ai parlé quand il est sorti en prison, il a tenu par la même, on va la voir. Là, il s'est marié en 1958 et il va divorcer en 1996 avec Winnie Mandela. La voici, Winnie, qu'on appelait à l'époque Mamie Winnie. Cette Winnie était une figure controversée de l'apartheid. Elle faisait le lien entre le prisonnier et l'ANC. C'était la seule personne qui pouvait voir Nelson Mandela en prison, qui avait
le droit d'aller lui rendre visite. Personne d'autre n'allait lui rendre visite. Hein. Vous savez que pendant 27 années, personne n'avait vu le visage, en dehors de sa femme, le visage de Nelson Mandela. Pendant 27 années, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien qui sortait. Hein. Mais elle faisait trop d'ombre à son mari. Et les proches de Nelson Mandela le poussèrent à divorcer. Et c'est ce qui est arrivé donc en 1996. Et enfin, Nelson Mandela se remarie avec sa troisième épouse en 1998, grâce à Machel, qu'il a connue, qu'il a vu à Rambouillet, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Grâce à Machel, qu'il a épousé le jour de ses 80 ans. Le jour de ses 80 ans. Voilà. Hein? Et qui est resté avec lui jusqu'à son décès en 2013, d'ailleurs. Hein? Voilà. Hein? Il était le père de 6 enfants et grand-père de 20 petits-enfants. Et pour cette journée anniversaire de ses 80 ans, le matin, il s'est marié, et l'après-midi, enfin après-midi plutôt, entouré de sa famille, il a fêté son anniversaire de ses 80 ans. Donc là, on voit, grâce à Machel, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, tous réunis autour de lui pour ses 80 ans. Alors, évidemment, on va aborder le chapitre de ses obsèques, malheureusement, mais avant, je voudrais vous parler quand même d'un événement qui a eu son importance. Cet événement, c'est la Coupe du monde de rugby qu'il y a eu en juin 1995. Parce qu'en dehors de l'aspect sportif de ce grand événement, qui était la finale de la Coupe du monde de rugby entre les Springboks, c'est-à-dire entre l'Afrique du Sud, et leurs ennemis de toujours, les All Blacks de Nouvelle-Zélande, je voudrais vous parler qu'en dehors donc, de l'aspect sportif, il y a eu cet aspect de réconciliation entre les Blancs et les Noirs. Car jusqu'à présent, seuls ou pratiquement seuls les Blancs avaient le droit d'assister au match. Ce stade de Ellis Park contenait à peu près 60 000 spectateurs, donc était entièrement de population blanche, garni que par la population blanche. Les Noirs étaient très peu admis, ils avaient juste un petit coin, il y avait très peu qui avaient le droit. Et là, pour cet événement, les Blancs et les Noirs étaient assis ensemble, côte à côte, et vibraient tous pour le même pays. Et c'était pour Nelson Mandela une de ses première victoire. D'ailleurs, Nelson Mandela, au cours de ce match, vous l'avez peut-être vu dans le film Invictus, hein, il s'est venu sur le stade, juste un peu avant le coup d'envoi, portant le maillot des Springboks, portant le numéro 10 du capitaine de l'équipe des Springboks, qui était François Pienard. Et il y a eu une ovation terrible entre les Blancs et les Noirs d'Afrique du Sud réunis ensemble pour cette manifestation sportive. Voilà. Alors, il faut savoir que Nelson Mandela, comme je vous ai dit, avec Thatcher, c'était enseignant, mais il a fait aussi autre chose de symbolique également. Il a rendu visite à l'architecte de l'apartheid. Celui qui a mis en œuvre l'apartheid, c'était Hendrik Verwoerd. Le système d'apartheid, c'était cet homme-là qui l'avait mis en place. Il n'a pas hésité à nommer ambassadeur l'un des directeurs de la prison de Robben Island. Ah, il faut le faire, ça. Plus par pragmatisme que par la foi en la bonté humaine. Ahmed Kathrada, la vieille amie de Mandela, explique: quand vous savez que le pays comporte 3 millions de Blancs, vous rejetez tout esprit de vengeance. Car à la fin, ces gens-là ne vont pas disparaître.
nous savions que nous allons travailler avec eux. Donc, je me répète, pour Nelson Mandela, ce fut sa plus grande joie et sa victoire à lui de voir ces gens tous réunis ensemble sur ce stade et vibrer pour la même nation. Pour la même nation. Alors maintenant, messieurs, mesdames, nous allons aborder évidemment son décès. Son décès et ses obsèques. Ses citations et ses obsèques. Le 5 décembre 2013 à 20h15, Madiba s'en est allé. Héros sud-africain, icône continentale, légende planétaire. Il aura révélé ce que l'humanité peut donner de meilleur. Tous les journaux du monde, pas les réseaux sociaux, mais tous les journaux du monde ont annoncé son décès. Alors évidemment, je ne peux pas vous mettre tous les journaux du monde, vous pensez que ça fait, il y en a beaucoup. Mandela dead, Mandela est mort. Dead of Colossus, la mort d'un colosse. La presse française également, adieu Mandela, un phare s'est éteint. Durant les années 2000, je vais vous montrer aussi ces citations. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà. Comme je disais, durant les années 2000, il s'engage cette fois dans la lutte contre la pauvreté et le sida, véritable fléau qui avait été négligé d'ailleurs en Afrique du Sud. Mais sa santé va décliner rapidement. Après un cancer de la prostate, il souffre d'une infection pulmonaire chronique, probablement liée à ses nombreuses années d'emprisonnement. C'est ce qu'il avait. C'était un peu cette maladie d'infection pulmonaire qu'il a fait qu'il avait été transféré à la prison de Portsmouth. Rappelez-vous quand je vous l'ai dit. Son 90e anniversaire en 2008 est célébré comme une fête nationale. Voici donc Nelson Mandela décède le 5 décembre à l'âge de 95 ans. Voici les hommages le jour de ses obsèques par le président sud-africain Jacob Zuma. Les obsèques ont eu lieu à Johannesburg. Donc, beaucoup de personnalités du monde entier sont venues rendre un dernier hommage à M. Nelson Mandela, vous imaginez bien. Alors là, quelques-uns, on ne va pas permettre tout le monde, Alain Juppé et Lionel Jospin, qui ont fait le déplacement. Voici ici là, le cercueil là, au milieu. Aux funérailles, donc, son épouse Graça Machel et son épouse Winnie entourent le président sud-africain. Graça Machel, c'est celle qui est à gauche, enfin plutôt à droite du président. Et Winnie, toujours là, Winnie, et son ex-femme qui est venue aux funérailles, aux obsèques. Le prince Charles, représentant la reine d'Angleterre, sa mère, pendant les obsèques de Nelson Mandela. Mais le président Barack Obama, évidemment, qui était là présent, a fait un très, très, très beau discours, mais évidemment, il est en anglais. Il est très, très beau, ce discours. Magnifique, d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande aux obsèques de Nelson Mandela. Vous les voyez là, tous les deux, assis côte à côte. Voilà. Alors, vous voyez là le cercueil qui va partir, va prendre l'avion pour aller jusqu'à Kounou, car il avait exaucé le vœu d'être enterré dans la terre qu'il a vu naître. Donc, il va partir dans le Transkei, donc c'est tout en bas du pays, hein. Donc il va prendre l'avion. Là, il part sur
portable de canon, d'ailleurs, ça s'appelle ça. Donc, c'est. Voici. Alors, voici là quelques photos. Ça, c'est la procession, la sortie du camion, de l'avion, hein, avec le cercueil que vous voyez ici, là, l'armée. Sur la colline d'en face, il y a eu des canons qui ont tiré des canons, des salves, des salves. Voici là, les officiels entourant le cercueil. Vous voyez ici à gauche, photo de gauche, photo de en bas à droite, la mise en terre, juste les quelques secondes, quelques minutes avant la mise en terre. Voilà. Voici concernant ses obsèques dans son village de Kounou. Alors évidemment, c'est pas la maison où il est né, parce qu'il a fait reconstruire, il a fait démolir, maintenant c'est une belle maison. Mais voici ça, le village de Kounou, à l'intérieur du Transkei. D'ailleurs, quelques années avant sa mort, en 2007, il avait inauguré sa statue à Londres, à Parliament Square. Le voici là, à Londres. Hein, en tenue de bagnard, hein, d'ailleurs, hein, en tenue de bagnard. Souvent, ces statues sont en tenue de bagnard. Celle-là, c'est celle de Londres. C'est une statue qui se trouve à Johannesburg. Ça, c'est la Nelson Mandela Square, toujours en tenue de bagnard. Alors, là aussi, il y a eu énormément de statues à travers le monde. On ne peut pas toutes les montrer, mais on va montrer un peu quelques-unes quand même. À Cannes, en 2018, il y a eu, donc 5 ans après sa mort, une présentation au Festival de Cannes, un documentaire, L'État contre Mandela, des cinéastes Nicolas Champeau et de Gilles Porte. Voilà. Alors, la journée internationale de Nelson Mandela, qui est la Nelson Mandela Day, fut proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président africain d'Afrique du Sud à la promotion d'une culture de paix. Parce que le 18 juillet correspond à la date anniversaire de Mandela. Alors, cette musique, je ne peux pas vous montrer parce qu'elle ne passe pas là. Vous pouvez la voir sur YouTube. C'est une musique du groupe écossais les Simple Minds pour la Nelson Mandela Day, qui a été jouée pour la première fois le 11 juin 1988, soit donc 2 ans avant sa libération, qui était en 90, hein, je vous l'ai dit, en soutien à Nelson Mandela. Très belle musique des Simple Minds. Vous pouvez la voir sur Nelson Mandela. Et alors celle-là, surtout, ne la manquez surtout pas. Cette chanson de musique de Johnny Clegg. Johnny Clegg, on l'appelait le Zoulou blanc, parce qu'il est né dans le pays des Zoulous. Des Zoulous. En soutien à Nelson Mandela, alors que celui-ci était en prison pendant ces années de détention, Johnny Clegg, qui était aussi un anti-apartheid, a écrit et composé la chanson antiraciste Asimbonanga, dédiée à la résistance politique et à la célébration des cultures. Alors, il s'est trouvé qu'en 1999, il s'est trouvé que Nelson Mandela et Johnny Clegg se sont trouvés à Francfort, l'un pour sa tournée musicale, et l'autre pour sa tournée des capitales. Et Nelson Mandela est venu rejoindre Johnny Clegg sur scène. Il a fait quelques pas de danse. Et à la fin de la chanson, Mandela dira « C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde ». Alors, cette vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube. Elle dure 6 minutes 10. Elle est magnifique. Vous faites Johnny Clegg et Mandela et vous l'avez. Écoutez-la, Asimbonanga, c'est quelque chose de magnifique. Et le fils de Johnny Clegg, qui s'appelle Jess Clegg, après le décès de son père, il n'y a pas longtemps, il est mort il y a à peu près 2 ans maintenant,
a repris la chanson de son père, Asimbonanga, et la chante aujourd'hui accompagnée du gospel de Soweto, toujours en hommage à Nelson Mandela. Et là aussi, elle est magnifique parce que ce gospel qui chante derrière lui, avec lui sur scène, vous pouvez le voir également. Je vous enjoins de la regarder sur YouTube. Jess Clegg et chanson Simbonanga et vous la trouvez. Je vais vous parler aussi d'une grande dame, Miriam Makeba. Combattante infatigable pour la libération de son pays, Miriam Makeba a été l'une des plus grandes voix pour la libération du continent sud-africain. Et sa chanson Pata Pata est la plus populaire. C'est d'ailleurs la plus populaire du township de Johannesburg. Et cette femme a eu le courage d'aller à New York le jour où il y a eu la réunion des Nations Unies à New York et a pris la parole devant tous les représentants de tous les pays du monde pour dénoncer l'apartheid de son pays. Voilà. Miriam Makeba, aussi, vous pouvez la trouver sur YouTube et vous pouvez écouter cette chanson. Nelson Mandela avait renvoyé au monde entier l'image d'un homme qui a réussi à réconcilier les inconciliables. Mais, question que vous pouvez vous poser, que reste-t-il de l'héritage de Nelson Mandela? L'apartheid n'existe plus, c'est certain. Mais les problèmes raciaux demeurent toujours. Les townships où s'entassent les milliers de gens de couleur sont toujours là. Et la jeunesse sud-africaine, qui n'a pas connu l'apartheid, rejette en bloc les discriminations raciales. Les émeutes sont courantes, surtout à Soweto. La crise morale atteint des limites inouïes et la jeunesse sud-africaine a perdu tous ses repères. Le chômage touche environ 40% des actifs et le revenu de la tranche la plus démunie de la population, soit plus de 40% des Sud-Africains, est inférieur de 50% de ce qu'elle était sous le régime blanc d'avant 1994, avant qu'il soit élu, Mandela soit élu président. En 2013, près de 17 millions de Noirs ne survécurent que grâce aux aides sociales qui s'appelaient le Social Grant. Le climat était empoisonné pour les criantes inégalités nourries par les Black Diamonds, ces nouveaux riches noirs, profiteurs, insatiables et corrompus qui ont fait même base sur l'économie du pays, affichant avec insolence un luxe ostentatoire. Le pays est livré à la loi de la jungle, avec une moyenne de 43 meurtres par jour. Entre 1970 et 1994, alors que l'ANC était en guerre contre le gouvernement blanc, on va dire ça, une soixantaine de fermiers furent tués. Mais depuis, maintenant, nous en sommes à 2000 qui furent massacrés. L'Afrique du Sud n'en a pas fini avec son histoire et elle cherche encore sa voie. Quelques mots avant de terminer l'histoire de ce personnage hors du commun. Il était et restera une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il sera pour toujours salué comme le père de l'Afrique du Sud, multiethnique et pleinement démocratique, qualifié de nation arc-en-ciel. Même si le pays souffre d'inégalités économiques, de tensions sociales et de repli communautaire. Même si aujourd'hui l'Afrique du Sud ne ressemble pas à ce que Nelson Mandela avait rêvé, il se sera battu jusqu'au bout pour que Noirs et Blancs se construisent ensemble un avenir meilleur. Une autre réflexion de Nelson Mandela.
personne n'est en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Voici signé par Nelson Mandela. Nelson Mandela jette un dernier regard sur sa vie. Vous avez ici 3 photos. Milieu, c'est lorsqu'il était avocat. C'était un grand moment de sa vie d'ailleurs. Sa sortie de prison en 1990 avec Winnie, le bras levé, cette photo qui a fait tour du monde, comme je l'ai dit. Et évidemment, la remise du prix, le prix à Oslo, de la paix. Voilà. Et maintenant, nous allons dire au revoir à monsieur Madiba. Pardon, je ne vois plus la dernière photo. Elle a sauté. Voilà. Eh bien, messieurs, mesdames, la dernière photo où on nous dit au revoir, elle a sauté. Eh bien, messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à bientôt. Là, j'évoquerai la vie d'un autre grand homme qui sera le Mahatma Gandhi et l'histoire de l'indépendance de son pays et de la partition du Pakistan. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.